Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette seconde table ronde tournée ici à la 6e Ankama Convention au Grand Palais à Lille. Avec nous, les mêmes invités que sur la première. On forme une petite team d'élite, on va dire ça comme ça. Escarina, testeuse pour Ankama de différents jeux, ça va de Dofus à Wakfu en passant par Slage par exemple. Elle est aussi co-créatrice du blog Kiss My Geek. Bonjour Escarina. Bonjour. Avec nous, on a aussi Tonio, game designer du MMO Wakfu. Bonjour. Et Thierry, game designer du jeu Arena. Salut. Alors on est là pour parler de dématérialisation du jeu vidéo. Dématérialisation du jeu vidéo. C'est un mot avec beaucoup de syllabes. Qu'est-ce que la dématérialisation pour commencer ? Déjà, ce n'est pas sale, donc contrairement à non, mais en fait, c'est le fait que tu peux télécharger directement par Internet un jeu sur ton ordinateur ou ta console maintenant, sans avoir acheté donc un support physique, que ce soit CD, emballage, ce genre de choses. Donc, tu as juste le jeu stocké sur ton ordinateur ou sur Internet, en fait. Donc Dofus, Wakfu, Arena, ce sont des jeux dématérialisés. Voilà, à part l'édition collector, justement, de Dofus. Et encore, même, vu qu'il y a un ticket de téléchargement, c'est ça, hein, dans l'édition collector de Dofus, je dis pas de bêtises. Dans le coffret Non, collector, t'as le CD, il y a le CD d'installation. Donc voilà, ça c'est dématérialisé. Parce qu'il faut rajouter, il y a une notion à prendre en compte, c'est qu'il y a deux niveaux de dématérialisation. Il y a celle qu'on connaît actuellement, qui est le téléchargement sur nos disques durs de nos PC, consoles. Et il y a ce qu'on appelle le tout dématérialisé, qui nous arrive seulement, qui commence seulement, c'est tu n'as même plus besoin de PC ou de console. Tu as juste un petit boîtier qui fait que du streaming de vidéos, d'un rendu d'un jeu vidéo qui est fait sur des serveurs. Explique-moi. Alors, hein, justement, je voulais pas tout, expliquer parce que c'est un peu compliqué. Mais si tu veux, en fait, actuellement, ton jeu, tu le télécharges ou tu mets le CD, DVD, Blu-ray, n'importe quoi dans ta console ou dans ton PC, et tous les calculs s'effectuent sur ton PC. C'est-à-dire que si tu as un PC pas très puissant, par exemple, le jeu peut ramer parce que voilà, ton PC, ta bécane n'est pas assez puissante. Et là, ce qui va nous arriver bientôt, ce qui est en cours, c'est que les gens calculent le jeu sur des gros serveurs, des serveurs de rendu, autre part donc, et eux ils ne t'envoient que l'image, que le résultat. Donc en gros, toi, tu appuies sur le clavier pour dire tiens, j'avance, l'info est envoyée sur ces serveurs, ils calculent le résultat et ils te le renvoient. C'est-à-dire que sur ta TV, avec un mini boîtier qui calcule rien, qui fait que retransmettre de l'image, bah, tu pourrais jouer au dernier jeu 3D à la mode qui tue. Ça, c'est tout dématérialisé. Mais du coup, comment tu fais pour y accéder ? T'as besoin de ton PC, de ta console ? Bah, un petit boîtier en fait, ou le PC. En fait, pour la télé, c'est un boîtier. Par exemple, la première offre qui est connue, c'est OnLive, la plus connue, même s'il y a Gakkai qui arrive par exemple de David Perry. Mais avec OnLive sur ton PC, bah, c'est un logiciel comme Steam, au final, dont on parlera sûrement après dans le débat. Un logiciel donc qui te permet juste de retransmettre en streaming cette image qui est calculée sur les serveurs. Et sur ta télé, c'est le petit boîtier qui sert pour faire le streaming vers ta télé. Donc ça c'est génial. D'une, on n'a pas besoin d'avoir une machine trop puissante ou d'investir dans une grosse machine. Et de deux, on n'a pas de boîte à ranger ou on ne sait plus quoi en faire. C'est un gain de place, ouais, c'est aussi ça. Et comme le disait Thierry, l'accès à tout, en fait, même si on n'a pas une machine puissante, il faut juste avoir par contre une bonne connexion Internet. C'est la seule contrainte. Et la dématérialisation, donc ça c'est l'avenir, même si ça commence à arriver. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est des jeux qu'on trouve sur le XBLA, sur le PSN, Ouais, les MMO. Actuellement, c'est surtout des jeux qu'on trouve soit sur console, soit sur PC, par des plateformes de téléchargement. Donc sur PC, la plus connue, c'est Steam. Donc il suffit d'avoir un compte et puis à partir de là, on achète directement ces jeux sur Internet et puis on les télécharge sur son PC et on y joue depuis son PC. Et on a le même système sur la Wii, la PS3 et l'Xbox. Donc c'est avec le Xbox Live, le PSN et le WiiWare. Où là, pareil, on transforme de l'argent en points, donc selon le système monétaire de la console, et on achète ces jeux sur un petit marché en ligne qui sont directement stockés sur le disque dur de notre console. Et après, on n'a plus qu'à y jouer sans avoir à se déplacer dans un magasin pour acheter son jeu. Ça, c'est le côté pratique. On peut rester chez soi tout le temps. Comme ça, quand on habite dans le Nord, par exemple, quand il pleut souvent et qu'on n'a pas envie de sortir, c'est pratique. C'est pratique, on est no life et geek, c'est vrai. Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux ? Ce qui est dangereux, enfin, le truc, c'est que comme c'est lié à un compte, notamment sur Steam par exemple, tous les jeux que tu as achetés sont liés à ton compte Steam. Donc si un jour tu perds ton compte Steam, tu n'as plus accès à ces jeux-là en fait. C'est vrai qu'il y a un côté pervers là-dedans. Par contre, à partir du moment où tu as toujours ce compte et cet accès, tu gardes tes jeux. Mais pour perdre ton compte, faut le vouloir aussi. Hein. C'est comme perdre ton compte mail. Tu sais, si tu oublies le mot de passe, tu as toujours la question qui te permet de récupérer le mot de passe. Et limite, c'est vrai que c'est une des peurs des gens de plus avoir le support matériel, de se dire, bah tiens, si je perds
Si mon disque dur crash, est-ce que j'ai perdu tous mes jeux? Bah non, parce que tant que tu récupères ton Steam, tu peux tous les télécharger. Et au final, il y a moins de risques à avoir un jeu en dématérialisé qu'à l'avoir sur CD. Le seul vrai risque pour le moment qu'on connaît, c'est si un jour Steam fait faillite, il ferme. Bah voilà, là on a un problème parce que tu peux avoir 100 jeux sur Steam, s'il ferme, bah c'est fini. Tu les as plus. Et du coup, l'autre gros avantage, c'est que tous les jeux que tu trouves plus en magasin, les vieux jeux, les vieux oldies, et bah, tu peux les retrouver sur des plateformes comme celle-là. Bah, par exemple, pour citer autre chose que Steam, je pense que les plateformes consoles sont très bien pour ça. C'est qu'elles proposent des remakes de très vieux jeux que tu trouves plus nulle part, et que là, tu peux retélécharger sur Internet, donc tu peux rejouer aux vieux jeux de ton enfance, et ça, c'est pas mal. Bon, après, il y a un petit côté arnaque, parce que c'est vrai qu'ils profitent beaucoup de ça aussi, mais je pense qu'on va y venir aussi. Mais là, il y a tous les jeux Neo Geo, par exemple, les jeux cultes Neo Geo qui ressortent sur toutes les consoles. On peut enfin rejouer à King of Fighters sans avoir à retrouver la console, à retrouver la cartouche. Ou à passer par de l'émulation illégale. Exactement. Donc pour l'instant, il y a que des bons côtés alors à la dématérialisation du jeu vidéo. Alors il n'y a pas que ça, parce qu'il y a le fait qu'on puisse perdre son compte, mais ça c'est vraiment quelque chose de mineur. Mais il y a aussi, pour certains, on est attaché au côté matériel de l'objet. Au fait qu'on a une collection, j'achète un jeu, donc j'ai ce plaisir d'avoir une boîte, d'avoir un livret, d'avoir ce genre de choses. Quand tu achètes un jeu dématérialisé, tu l'as pas. Alors pour moi, c'est pas un gros problème, mais je comprends que pour certains joueurs, le fait de ne pas avoir quelque chose de matériel, de ne pas avoir une bibliothèque de jeux physique, ça puisse être dérangeant. Mais quand tu regardes les jeux DS par exemple, t'as une boîte, un livret, une cartouche, la boîte elle fait 8 fois la taille de la cartouche, enfin, ça prend plus de place que ce que ça représente en soi. En plus c'est toujours les mêmes, Je pense qu'après, pour certains d'entre nous, c'est aussi un vrai plaisir d'avoir ce genre de bibliothèque. Je pense que pour les fans de jeux vidéo, je sais que, je vais parler pour moi, j'ai encore mes vieilles boîtes en carton de jeux PC qu'on achetait il y a, je sais pas combien d'années, enfin c'était il y a pas si longtemps que ça. Mais les belles boîtes en carton, c'est encore un plaisir de les avoir, quasiment une fierté quand on les ressort pour les montrer aux potes. Bon, c'est sûr qu'avec le dématérialisé, on n'a plus trop ce côté-là. Bon, après, l'autre côté, c'est que maintenant, avec les nouvelles boîtes, les jeux nouvelle génération, c'est des boîtes un peu banal quoi par rapport aux anciennes boîtes, donc c'est vrai que du coup on perd un petit peu le côté bon, le seul truc c'est qu'on peut se la péter après avec sa grosse collection de jeux, mais sinon en fait ouais, ce qu'il faudrait vraiment pour mettre tout le monde d'accord, je pense, c'est maintenant nous ce qu'on aime bien en tout cas, c'est les jeux collector, c'est les vraies grosses boîtes, presque comme on avait avant, j'ai envie de dire, et ce à quoi ils sont en train de penser et ce vers quoi on tend, je pense, c'est d'avoir les jeux qui sortent en matérialisé en édition collector. Du coup, il n'y a que les geeks déjà, dont on parlait la fois passée, et les fans de matériel qui vont aller l'acheter. Et ceux qui, au final, ne s'en préoccupent pas, ben voilà, ils payeront moins cher et ils n'auront pas ces boîtes qui, en plus, il faut le noter, par exemple, compte côté environnement, c'est de la pollution, c'est du transport, c'est voilà. Et ça, c'est un des autres bons côtés du dématérialisé. On dirait pas, mais rien qu'en distribution. Avec les transports en avion, tout ça, c'est énorme l'impact écologique que ça aurait si on passait au tout dématérialisé. Après, c'est une question d'habitude. Pour le moment, ça nous fait bizarre. Mais maintenant, qui a encore des piles de CD audio chez lui? Maintenant, de plus en plus, on a tous nos fichiers audio sur nos téléphones portables, nos lecteurs portables et nos PC. Puis on a plus à se trimballer avec 15 CD pour écouter sa musique. Il suffit juste d'un petit baladeur MP3 et puis on a des heures et des heures de musique. C'est quand même pour l'utilisateur, enfin un côté vraiment très pratique à ce niveau-là. Et quand on se place de l'autre côté, du côté de l'éditeur, quel est son intérêt? Est-ce que lui finalement, quand il vend une boîte, eh bien il vend la boîte, le jeu, le livret, enfin il peut aussi gonfler le prix? il y a la marge du revendeur aussi, ouais. Ça faut pas l'oublier. C'est quelque chose, voilà, on a parlé un peu des avantages de la dématérialisation côté consommateur. Maintenant, côté développeur et éditeur, en fait, il y a un autre point qui est très avantageux pour la dématérialisation, c'est, je vais prendre un exemple juste chiffré. Quand vous allez acheter un jeu à 70 € chez Carrefour, par exemple, sur ces 70 €, il y en a déjà 35 qui reviennent à Carrefour, qui se contentent de mettre le jeu en rayon. Donc il y a déjà une grande partie. Après, vous avez la fabrication de la boîte. Vous avez énormément d'intermédiaires qui vont prendre de l'argent, ce qui fait qu'en tant que développeur, donc vous qui avez créé le jeu, c'est vraiment vous qui avez fait le jeu, donc ça, vous allez toucher sur 70 € entre 5 et 10 €, suivant votre renommée. Vous vendez un jeu à 10 € sur Steam, vous allez en toucher entre 7 et 8 €. Il y a quand même une différence qui est énorme. C'est-à-dire que vous allez toucher quasiment autant en tant que développeur, alors que du côté consommateur, il paye un jeu 10 € ou 70 €. Donc pour les jeux indépendants, c'est une énorme chance. Et puis on n'a pas à avoir un réseau de distribution, parce qu'il faut aussi faire de la pub dans le magasin, convaincre Micromania de le mettre dans son magasin, parce qu'avec tous les jeux qui sortent, eux, ils ont des rayons limités, alors que sur un catalogue Steam, eux, ils peuvent mettre autant de jeux qu'ils veulent. Ils peuvent mettre certains en avant, mais au niveau catalogue, ils n'ont pas de limite de place, ils n'ont pas tout ce qui est stock et autres. Du coup, la dématérialisation, ça ouvre la porte
à des créateurs de jeux qu'on n'aurait jamais pu voir sur le marché avant. Bah, c'est ce qui a lancé le retour des indie games, quoi. C'est vraiment là maintenant tous les petits jeux, les Limbo, les Bread, tout ça qui reviennent ces années et qu'on trouve géniaux et qui ont été. En fait, le Times a publié les 10 meilleurs jeux selon eux de 2010 et dedans, voilà, il y avait du Super Meat Boy, du Limbo. Et c'est des jeux qui n'auraient pas pu voir le jour sans la dématérialisation, tout simplement, parce que ça n'aurait pas pu être vendu, rentable. C'est vraiment grâce aux économies et au fait que l'argent ne revient plus qu'aux développeurs, presque, grâce à la dématérialisation. Il y a autre chose aussi. Étienne, tu parlais de la publicité que font les grosses boîtes. Ce qui est intéressant avec le phénomène de la dématérialisation et des jeux indés, c'est que la publicité se fait beaucoup du bouche à oreille, pardon. Oui. C'est les joueurs qui font la pub des bons jeux. Et ça, je pense que c'est un phénomène qui était assez rare et qui commence vraiment à se banaliser. Et ça, c'est plutôt sympa pour les développeurs. Bah, c'est extrêmement intéressant, puis ça permet vraiment à beaucoup de développeurs de se lancer, de prendre moins de risques, parce qu'on n'a pas à produire, fabriquer des jeux pour après les vendre sans être sûr, donc ça va déjà coûter de l'argent de fabriquer les jeux quand ils sont matérialisés. Enfin, je vais prendre l'exemple d'Ankama, c'est une entreprise qui reprend très bien la dématérialisation, car tous les jeux à la base étaient dématérialisés, distribués seulement par Internet. Ça permettait en fait de distribuer le jeu au fur et à mesure et sans trop de coûts de frais, parce que tout ce qu'on allait payer, c'était la bande passante quand le jeu était téléchargé par le joueur. Donc enfin, Ankama, on ne serait pas là s'il n'y avait pas Internet et la dématérialisation, ça c'est sûr. Et dernier exemple de jeu indépendant qui a vraiment très bien marché, c'est Minecraft, qui est donc un jeu qui se vend que par Internet et que sur le site du créateur. Il en a vendu en un an 1 300 000. Et c'est un jeu qui paraît vraiment pas beau de base, qui est très difficile à marketer, pour ceux qui connaissent. Et c'est un jeu qui aurait jamais eu en rayon. Enfin, on n'aurait jamais vu chez Micromania, chez Carrefour, il aurait jamais été mis en rayon. Là, même en expliquant le pitch du jeu, sans y avoir joué, t'as pas envie. Bah, pour le pitch du jeu, c'est une sorte de Lego en jeu vidéo où tu as tout le monde qui est constitué en briques, enfin en carrés, où tu peux casser un carré pour le reconstruire ailleurs, mélanger des carrés pour obtenir de nouveaux objets. Enfin, ouais, je vais pas revenir dessus, mais c'est un très bon jeu. Mais ce genre de jeu-là est vraiment un mec tout seul maintenant qui peut faire un jeu. C'est possible via la dématérialisation. C'est absolument impossible de sortir un jeu matériel en l'ayant fait vraiment tout seul dans son coin. Mais il y a des mauvais côtés à ça. Moi, je prends l'exemple d'un jeu que j'ai acheté sur PSN, qui s'appelle Pain. Pain, le principe, c'est que tu as un mec, tu le mets dans une énorme catapulte comme celle qu'on a ici sur la convention, et on jette le mec et on doit détruire, si on était à la convention, on doit détruire la convention en jetant le mec. Donc au début, c'est bien, ça coûte 5 €, t'es content. Tu fais, oh, un jeu trop bien pour 5 €, ça c'est classe. Puis au fur et à mesure, on te dit, ouais, mais regarde, t'as un autre personnage trop bien, tu peux avoir David Hasselhoff à lancer. Et tu rajoutes 2 €. Puis tu peux, au lieu d'avoir la convention, avoir toute la ville de Lille à la place. Puis au lieu d'avoir toute la ville de Lille, tu peux avoir la foire du trône à la place. Et là, on te pousse à finalement à reconsommer. C'est pas aussi dangereux de ce côté-là ? Bah ça, c'est le gros danger du DLC, et c'est un petit peu, je pense que pour tous les consommateurs de jeux vidéo et pour tous les gamers, c'est un petit peu c'est bien et c'est très mal en même temps, parce que y a un côté addiction avec la multiplication des DLC, mais il y a aussi un côté monétaire très très fort. L'autre gros inconvénient, c'est pas tant de multiplier les possibilités qu'on offre aux joueurs via les DLC. Moi, ce qui me dérange encore plus, c'est les jeux qui sortent incomplets et qui viennent patcher derrière, justement, avec le côté dématérialisé très pratique. On a eu des cas, je vais citer aucun jeu en particulier, ce serait pas très sympa, mais c'est de plus en plus courant d'avoir des jeux en boîte qu'on va acheter en magasin, on les met dans sa machine, et puis première chose qui se passe, un patch. Oui. Et là, tu te dis, bon, ok, les mecs, ils ont été vendre leur jeu alors qu'il n'était pas totalement terminé. Et ça, je pense que c'est un des points noirs de la dématérialisation avec les DLC. Ouais, mais il faut savoir aussi que derrière, c'est aux consommateurs et donc aux joueurs d'être responsables. Le DLC, la dématérialisation, pardon, comme on a dit, ça marche vachement sur le bouche à oreille. Donc si tout le monde commence à payer des jeux, des DLC, pour rajouter juste un personnage à 2 €, bien sûr qu'ils vont continuer à en faire parce que ça leur coûte pas très cher et c'est pas un problème. Mais au final, c'est la même chose que le jeu en boîte. Si tu sors un jeu et que tu sors plein d'add-ons sur CD et qui sont tout nazes, il y a des jeux qui ont sorti vraiment beaucoup d'add-ons et qui apportaient pas grand-chose. Si les gens continuent à acheter, il n'y a pas de raison que la boîte elle arrête de le faire. C'est juste que sur le dématérialisé, c'est encore plus simple à faire. Donc c'est aux consommateurs d'être encore plus responsables et de pas acheter n'importe quoi. Parce qu'il faut savoir que quand il achète, ça veut dire qu'il approuve.
Ouais, il y a aussi de plus en plus de jeux qu'on annonce déjà découpés en plusieurs parties avant même qu'ils soient sortis. Par exemple, bon là je vais citer cette fois-ci, mais Dragon Age 2, par exemple, on sait déjà qu'il va y avoir des DLC alors que le jeu est même pas encore sorti, quoi. Et Enfin, là tu cites un exemple vraiment scandaleux du jeu qu'on te vend au prix fort, donc au prix normal, et en plus on va te vendre des petits bouts, enfin on te vend le jeu en kit, c'est-à-dire qu'il est développé, et puis après l'éditeur va couper dans le jeu, va enlever quelques quêtes, et va dire ben voilà, ces quêtes elles seront payantes en plus, il faudra payer 5 €, 6 € pour l'avoir, telle quête, telle quête, telle quête. Enfin là c'est une dérive, mais elle est liée aussi à une industrie, et comment cette industrie-là dérive. C'est pas une solution aussi pour les développeurs de pouvoir finir son jeu, parce que enfin, ce qu'on sait pas toujours dans le jeu vidéo, c'est que en général à la fin des prods, des grosses prods, t'as des espèces de coupeurs de tête qui arrivent et qui disent bon bah ta feature là on va l'enlever parce que vous aurez pas le temps de la finir. Ton petit concept super bien, toi le game designer, les mecs ils ont pas le temps de le développer, alors on l'enlève. C'est peut-être aussi une solution pour les créateurs, les game designers, de pouvoir avoir la possibilité de finir son jeu. C'est finir le jeu, ça c'est sûr qu'il y a. Et puis il y a aussi le second aspect qui est j'ai un jeu fini, donc il est joué par les joueurs, et puis j'ai les retours de ces joueurs-là qui me disent ah bah tiens on a bien aimé ça et tel aspect finalement il n'était pas assez réussi. Nous en tant que créateurs on peut pas tout savoir et tout anticiper en avance, et donc le fait d'un dématérialisé ça permet aussi d'apporter des patchs correctifs à ces jeux qui peuvent améliorer l'expérience de jeu basée sur le retour des joueurs. Donc d'un coup on se retrouve avec un échange avec les joueurs, c'est-à-dire quand tu sors ton jeu, il va pas totalement être fini en fait parce qu'il va être joué après par des joueurs et leurs retours te permettront d'enrichir ton jeu. Ça c'est l'aspect positif. Malheureusement dans les faits et la réalité ça se passe assez rarement comme ça. Ouais. Par contre, à côté de ça, il faut aussi voir que ça ouvre les portes vers des nouveaux modèles économiques et des jeux, par exemple, juste vendus en chapitres. Telltale Games, par exemple, font des super jeux comme ça qui marchent super bien. Et l'intérêt, et beaucoup plus de boîtes commencent à y penser, c'est que tu peux sortir le premier chapitre de ton jeu, voir comment le public réagit, et se dire que ça coûte tellement cher maintenant de faire un jeu vidéo, tu peux ruiner ta boîte et la fermer alors que tu as fait des super jeux avant et la ruiner sur un seul jeu. Et là, si tu sors le premier chapitre et que tu vois que les joueurs répondent pas positivement, c'est-à-dire que ton jeu est pas top, ben n'investis pas, la boîte va pas investir tout son argent et se ruiner dessus, mais va plutôt leur proposer soit un deuxième chapitre différent, soit partir sur un autre jeu. Donc c'est vraiment, pour le moment, les boîtes pensent aussi, du coup, grâce à la dématérialisation, à faire ce genre de nouveau système économique, voilà, qui leur permet de mieux suivre le marché. Mais c'est pas un risque justement? Mais il y a autre chose aussi que je voulais juste ajouter, c'est au niveau des DLC, il y a des DLC gratuits. Par exemple, je pense à Left 4 Dead. Là où c'est intéressant, c'est que Left 4 Dead, c'est un jeu Valve. Et Valve, en fait, c'est une boîte qui travaille avec Steam. Donc Steam, qui est, on va dire, la plateforme de dématérialisation par excellence, ne fait pas payer les DLC de ces jeux. Donc... C'est-à-dire qu'ils vont t'ajouter du contenu, tu achètes leur jeu pour un prix fixe, et après ils t'ajoutent du contenu constamment pour améliorer de nouvelles cartes, de nouveaux personnages, mais gratuitement. Et donc là, sur Left 4 Dead, c'était Sacrifice, qui est quand même une bonne grosse campagne. Donc c'est du gratuit qui fait vraiment plaisir, quoi. C'est pas juste un petit truc comme ça. Après, il faut avouer que c'est parce que voilà, Valve, c'est Steam. Enfin, Steam appartient à Valve. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes d'avoir cette plateforme qui est super dominante, qui n'a pas beaucoup de concurrence, parce qu'ils ont compris plus vite que les autres ce qu'il fallait faire. Et c'est un problème limite d'avoir un éditeur qui est en plus du coup un des premiers distributeurs mondiaux maintenant de jeux vidéo, parce qu'ils ont la main mise justement sur leurs concurrents. Et si tu veux imposer ton jeu, bah eux au final ils peuvent mettre tous leurs jeux en tête de liste en fait sur leur site. Tu verrais que des jeux Valve et la concurrence pourrait se retrouver bloquée. Parce que par exemple aux États-Unis, la dématérialisation maintenant c'est presque 50% du marché. Alors que nous on est encore un peu en retard sur eux, on achète plus en contenu quoi, enfin plus en DVD ou en Blu-ray. Mais du coup oui, il faudra faire attention à ça et suivre ça. C'est une des choses qu'il faut justement suivre sur ce domaine et qui peut être un peu plus dangereux. Il faut qu'il y ait de la concurrence. Parce que là, Steam est vraiment écrasant par rapport aux autres. Pourquoi ? Parce qu'on en parle souvent entre nous, Steam, c'est des soldes. C'est la dématérialisation. Pour les joueurs, c'est aussi quoi ? C'est un jeu qui coûte que 2 € alors que d'habitude, tu vas l'acheter 60 €. Ça paraît tout magique. Ben oui, mais c'est ça, c'est le vrai prix du jeu. Et les gars, ils gagnent plus que le 60 € dans le commerce, quoi. Mais le truc aussi de ces jeux qui coûtent beaucoup moins cher, ça entraîne pas une consommation à l'outrance du jeu vidéo. Et c'est-à-dire que, bon, bah moi, je me souviens quand j'étais petit, j'avais acheté Astérix sur Game Boy. Il était pas fou. Mais en tout cas, j'étais allé jusqu'au bout parce que j'avais que ça à jouer. Maintenant, pour le prix du Astérix à l'époque sur Game Boy, je vais avoir 8 jeux. Bah, je vais faire le premier niveau de chacun et puis je vais pas aller au bout. Oui, c'est un risque, mais bon, c'est quand même aussi une chance d'avoir accès à autant de jeux différents, autant de types de gameplay différents. Tu peux prendre des risques aussi, c'est-à-dire qu'avant, quand voilà, t'achetais un jeu tous les mois ou tous les 2 mois parce que c'était cher,
t'allais bien choisir ton jeu, mais parfois aussi t'allais pas prendre de risque. T'allais prendre un jeu, ouais, tu connaissais ce jeu-là, c'était une suite, tu savais qu'il allait te plaire et tout. Maintenant, ben, tu peux te dire, ah ben, tel jeu est intéressant, il a un nouveau concept, il a quelque chose de nouveau. Je suis pas sûr qu'il va me plaire, mais c'est pas très cher, ça va être 5 euros, 6 euros, peut-être 10. Bah, je vais prendre le risque de tester ce jeu-là. Et peut-être qu'il me plaira pas, et peut-être que j'aurai quand même une nouvelle expérience. Donc voilà, il y a toujours les deux aspects. Hein. Tu peux consommer à outrance et avoir une consommation trop rapide, une surconsommation, enfin une consommation un peu de masse, ou parfois vraiment découvrir des petites perles et de nouvelles expériences. Au final, la dématérialisation du jeu vidéo, ou la dématérialisation tout court, pourquoi pas, ça reste l'avenir de façon certaine. Ah, pour moi, oui, il n'y a plus aucun doute. On voit les chiffres qui parlent d'eux-mêmes et comme je disais en début d'émission, on va vers le tout dématérialisé même. Bon, alors ça, c'est pas encore sûr parce que voilà, il y a des enjeux économiques énormes derrière, sachant que la dématérialisation, donc simple, on va dire, celle où c'est juste on télécharge le jeu sur notre console, pour le moment, elle est encore freinée par qui? Par les revendeurs. En fait, faut savoir, il y a des jeux dématérialisés qui sont au même prix que les jeux en boutique. On en parlait aussi, c'est dire, t'achètes ton jeu en boutique, ça te revient au même prix. Et tu dis, ben pourquoi? Parce que là, j'ai une boîte, j'ai un CD, tout ça. Et pourquoi? C'est justement parce que si tu proposes le jeu en dématérialisé moins cher, les revendeurs, ils vont faire, ton jeu, on le montre même pas. On le met même pas et tu vas perdre plein d'argent parce que pour le moment, les gens sont encore mitigés entre les deux. Du coup, tu as les revendeurs qui font pression sur les éditeurs pour ne pas mettre les jeux peu chers. Et à un moment, il va y avoir le basculement. À un moment, quand le dématérialisé va vraiment dépasser les revendeurs, ils vont cesser d'exister si eux n'évoluent pas. Voilà, c'est vers ça qu'on va à mon avis. Et nous, on va sûrement faire la transition dématérialisation. Première, je vais dire, pas le tout dématérialisé. Et après, on va voir comment les gros constructeurs comme Microsoft, Sony et Nintendo, eux, vont faire pour garder leur console parce que voilà, ça leur fait quand même... Et encore, c'est pas sûr en fait, parce que Microsoft, par exemple, à la base, c'est du logiciel. Eux, le matériel, c'est que la console où ils ont vraiment fait le pas, mais on sait que les consoles, ça leur coûte de l'argent. Plutôt qu'en rapporter, c'est leur jeu qu'ils éditent qui leur rapporte vraiment l'argent. Donc on sait pas trop comment ça va se passer. Si on juste dire, tant mieux, comme ça on n'a plus cette plaie de devoir construire des consoles qui coûtent cher, et tant mieux tout dématérialiser. Il y a encore un public qui est très intéressé par le non matérialisé, qui fait encore un petit peu peur. Je pense qu'il y a encore, même si ça s'est beaucoup banalisé, il y a beaucoup de gens qui ont encore peur d'acheter sur Internet, donc qui sont pas trop intéressés par le dématérialisé. Je vais penser aux consoles familiales comme la DS ou la Wii, où les gens vont en famille dans les magasins, où je sais pas, moi, ta grand-mère, elle veut t'acheter un jeu, elle va aller en magasin, elle va pas se renseigner sur Internet. Oui, après c'est du casual game aussi, ce genre de console. Oui, mais c'est un public très important, donc il est pas négligeable. Étienne, Tonio, moi, le mot de la fin est pour toi. Ce que j'ai envie de dire, c'est moi je crois à 200% de matérialiser. Alors il y a des points positifs, des points négatifs comme on l'a dit, donc il faut être vigilant, notamment par les distributeurs. Mais pour moi, il y a tellement de personnes qui se font de l'argent entre-temps, les intermédiaires, alors qu'ils ne font pas le jeu, ils ne font pas l'œuvre, que le dématérialisé permet de mieux rémunérer les vrais auteurs d'un jeu. Donc ce que je vais dire à ceux qui regardent l'émission, c'est emmerder Micromania, emmerder la Fnac et Carrefour. Allez acheter vos jeux sur Internet, comme ça vous ferez évoluer les mentalités, vous jouerez à des jeux moins chers et vous aurez plus de variété, plus d'originalité dans les jeux, vous allez encourager la réelle création. Voilà. Et votre petite sœur ne pourra jamais tartiner de la confiture sur l'arrière de vos jeux. Aussi. Merci à vous trois. La dématérialisation du jeu vidéo, on n'a pas forcément fait le tour, mais en tout cas, on en a énormément parlé. Si vous voulez revenir dessus, on pourra en reparler, faire une autre table ronde à Ankama, tranquillement, au show, à Roubaix. Si vous voulez commenter cette vidéo, si vous avez des choses à nous dire, n'hésitez pas à laisser des messages. Merci à tous. On était en direct, non pas en direct, mais on a enregistré cette table ronde à la 6e Ankama Convention au Grand Palais à Lille. Merci à tous. Merci. Merci.